Alors bonjour à tous, ici Sébastien de Commandite et j'ai la visite aujourd'hui de Shubham qui nous revient très fraîchement en fait des États-Unis. Comment vas-tu Shubham? Bah écoute, ça va très bien, très fraîchement. Je suis arrivé hier, je crois. Je suis arrivé il y a moins de 24 heures, donc je suis complètement jet-lagué. J'ai dormi quelques heures, je me suis levé à 3 heures. Bref, l'état idéal pour faire une interview. Ouais, c'est pas très facile finalement en fait parce qu'il est venu des États-Unis, il est reparti en Inde, il est revenu à Paris. C'est ça. Donc waouh, un vrai hustler, je pense, non? Ouais, on va dire que mon horloge interne est un peu démontée. Ouais. Ok, je te retiens pas très longtemps, donc on va commencer à parler de tes débuts en tant que développeur. Voilà, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience de développeur? Ouais, bah écoute, en gros, j'ai commencé à faire du dev très tôt. Mon premier projet qui était pour quelqu'un d'autre, je crois que c'était quand j'étais en seconde. Mais ouais, donc j'ai dû vendre mon premier site quand j'avais 15 ans ou quelque chose comme ça, 14 ans. Et c'est là que j'ai commencé, on va dire, à faire du développement pour quelqu'un d'autre. Sinon, j'avais déjà commencé à apprendre un petit peu par-ci par-là. Donc à la base, tu as quand même eu une opportunité en fait de te lancer dans le développement parce qu'il y avait une vraie demande sur le marché. C'est ça, c'était vraiment plus la demande que moi-même je me suis dit. Enfin, avant ce que je faisais, c'est je traînais sur des sites, je craquais des PSP, je faisais des petits trucs, je réparais des ordinateurs. Ok, je savais que c'était un peu d'informatique, mais le développement en tant que tel, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé quelque chose que je me suis mis à apprendre quelque chose. Ouais. Et c'est intéressant de se dire qu'à la base, en fait, tu as une attitude un petit peu geek. Et au final, tu te dis, tiens, hop, j'arrive à faire quelque chose avec, je peux monnayer. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est incroyable. Donc là, depuis, tu as fait pas mal de développement, tu t'es intéressé aux techno en fait, de développement, c'est ça? C'est ça. Et aujourd'hui, on pourra dire que tu te spécialises en quoi, en fait, en termes de développement? On va dire qu'au départ c'était très web, étant donné que la plupart de la demande c'était des sites web, donc il y avait du HTML, du PHP, enfin des langages de programmation très web. Le Flash ou pas? Avant, ouais, j'ai commencé. C'était très au début. J'avais fait quelques tutos en tout cas. J'avais vendu de sites en Flash, quoique il y avait peut-être les bannières qui étaient en Flash. Donc ouais, commencé à faire des sites internet pas mal. Après, j'ai fait une école d'informatique en fait, et qui m'a permis du coup de voir un peu tout, et on va dire consolider un peu les connaissances apprises sur le tas, qui du coup sont des connaissances qui sont pas directement monétisables en fait, parce que c'est plus des trucs de fond et tout, mais ça permet vraiment de consolider ta base de développement. Et c'était super pour moi parce que du coup j'ai pu prendre un peu en back-end, enfin sur tous les domaines on va dire d'informatique, de la programmation. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que en fait quand tu fais une école d'informatique, la finalité, c'est pas forcément de devenir informaticien et de travailler en tant que salarié dans une entreprise où tu tapes du code en longueur de journée, tu vois. Mais déjà, à cette époque-là, je pense que tu avais l'état d'esprit d'un entrepreneur, non? C'est vrai que ce que tu as dit par rapport à faire une école d'informatique pour faire uniquement informaticien, c'est de moins en moins vrai parce que l'informatique, tu vois qu'elle est partout. Tu es aussi bien dans le TPE dans lequel tu vas payer que dans le marketing digital comme ils appellent. Et tu l'as à n'importe quel niveau. Donc quelqu'un qui a une base d'informatique, une connaissance sur le code, n'est pas destiné à faire uniquement du code. C'est ça. Ouais. Et puis à un moment donné, tu as fait une transition sur du marketing. C'est ça, ouais. En gros, j'ai fait du dev pendant pas mal de temps. J'ai eu toute une période où j'ai fait du freelance, donc c'est-à-dire que j'ai fait des sites internet, on va dire tout ce qui est application pour des gens qui me demandaient de le faire. Et à un moment donné, c'est vrai que je m'intéressais pas mal en fait au fait de communiquer avec différents développeurs. Donc généralement quand je parlais à d'autres développeurs, je me rendais compte que c'était intéressant. On avait le même langage, on savait converser sur une base commune parce qu'on avait vraiment la même manière de communiquer. Et je me suis dit ça pouvait être intéressant de faire ça. Et au même moment en fait j'ai été embauché par une boîte qui s'appelait Mailjet, qui fait de l'email transactionnel et marketing. Et donc j'étais dans la team développeur évangéliste, qui s'occupe des relations développeurs, qui fait du marketing pour développeurs. Et dont le boulot c'était de faire ça. Si c'était top, en gros j'étais entre guillemets, on me prenait dans la boîte pour que j'aille parler aux développeurs, pour pas forcément que j'aille vendre le produit Mailjet, parce que le produit Mailjet c'est pas uniquement destiné aux développeurs, mais que j'aille montrer que écoute, avec Mailjet, tu peux utiliser la solution pour faire ça de cette manière-là. Et en fait, mon boulot, c'était d'aller parler aux développeurs, d'aller faire des conférences, vraiment à travers le monde, parce que du coup, je voyageais pas mal, et de vraiment faire ce que je savais me faire, à savoir du code et parler aux gens. Donc c'est vraiment cool. D'accord, mais ça c'est ultra puissant comme way of life, C'est pas mal, c'est pas mal parce qu'en gros, ton but c'est d'influer sur ce que les développeurs vont choisir.
Donc d'aller leur parler, quand je dis d'aller leur parler, c'est organiser des meet-up, aller à des meet-up, c'est aussi aller prendre des cafés avec des mecs qui sont tel ou tel dans cette boîte qui font du dev, apprendre tous les jours par leur expérience et tout ça, et faire ça à travers le monde. Donc tu visites énormément de pays, énormément de villes, et tu apprends sur aussi bien la culture en général que la culture du développement dans le pays. Ouais. Et ça c'est quand même impressionnant de se dire qu'aujourd'hui en fait tu as une passion, on peut dire que c'est une passion, tu as une passion et en fait tu es payé pour en parler. Et parce qu'à un moment donné, en fait, il y a des gens, ils étaient passionnés d'un truc, ils en parlaient, mais jamais on pensait à monétiser le truc. Et là, tu as vraiment un métier où en fait tu allies ta passion et en même temps en fait le fait de pouvoir en vivre. Et ça c'est quand même génial. Tu as fait un voyage d'1 an aux États-Unis, donc spécifiquement à New York. Voilà, pourquoi tu es parti à New York justement? C'était pas ma première expérience aux US, j'avais déjà fait un peu de temps en Californie avant, mais quand j'étais étudiant, donc c'était un peu différent ce que tu n'as pas dit. Aussi long que... Pas aussi long, pas clairement aussi long, c'était du ordre de 3 mois. Et en gros, quand tu es étudiant, c'est différent. Tu es là à faire la fête tout le temps, même si tu fais quand même la fête quand tu es plus étudiant, mais c'est différent, tes goals sont différents, même si je faisais de l'argent parce que j'étais déjà en freelance. Mais c'est pas pareil. Et là je me disais il fallait que j'aille habiter à New York parce que c'était vraiment une ville qui me faisait rêver. Je trouvais qu'il y avait énormément de gens influents, intéressants et vraiment ouf dans cette ville. Il fallait que j'y aille pour y habiter parce que je faisais quand même pas mal d'allers-retours avec mon boulot en fait. Mais je voulais y aller habiter et j'ai eu vraiment cette chance extraordinaire d'y aller avec Medjet du coup. Et du coup au début je me suis dit allez je vais faire 6 mois et au final 6 mois c'était pas assez. Donc je me suis dit je vais encore faire 6 mois et ça a fait au final 1 an et mon boulot du coup c'était de faire évangéliste, donc vraiment faire du relation développeur, mais cette fois-ci pas en Europe mais sur la partie Amérique du Nord. D'accord. Est-ce que tu sens qu'aux États-Unis et spécifiquement à New York, en fait, un état d'esprit qui est complètement différent de celui de la France? Tu vois, on parlait du self-made man, cette capacité d'avoir cet état d'esprit où tu peux réaliser des choses. Est-ce que tu crois que par rapport à la France, ils sont bien plus avancés? Je ne ferai pas de comparaison, je dirais un au qui est mieux, quoi, comment, parce qu'il y a tellement de critères en fait qui vont entrer en jeu que c'est pas vraiment facile ni faire entre guillemets de comparer ça. Mais je dirais une chose, c'est la capacité des gens à pouvoir déjà y croire très facilement parce qu'en fait tu as des modèles autour de toi, tu as des personnes qui sont au taquet, des personnes qui ont réussi sur tel et tel domaine, des personnes même qui n'ont pas réussi à New York mais qui habitent à New York parce qu'elles savent qu'il y a toutes les personnes qui ont réussi, donc ça fait des hubs, ça fait des gens qui se côtoient et tu vois, tu deviens un peu la moyenne des personnes avec qui tu traînes. Donc clairement, si tu traînes qu'avec des mecs qui c'est des oufs dans ton domaine, tu vas devenir un ouf dans ton domaine. Et tu as la partie donc réseau, les personnes que tu vas côtoyer, contrairement à si tu faisais, si tu étais en France et que tu devais faire un Skype avec un mec qui habite à Brooklyn ou à New York en général, de faire un Skype. Là, tu vas prendre une bière ou un café avec lui, c'est différent. Et donc, tu as la partie réseau. Une vraie expérience terrain, tu vois, où avec des gens, tu les rencontres en concret dans la vie, etc. Tu as cette partie-là, et deuxièmement, tu as la vitesse en fait. Tu vois, on parlait de hustle tout à l'heure, c'est vraiment des gens qui... Après, attention, je ne généralise pas, il y a des mecs qui font rien là-bas. Attention, tout le monde, c'est sûr. Mais voilà, mais c'est vrai que dans le monde de la tech, dans le monde de l'entrepreneuriat, tu as des gens, ils sont au taquet et tu as une vitesse, tu as un courant en fait par lequel si tu as envie d'être porté, tu es très facilement porté. Et tu te rends compte, tu regardes le nombre de meet-up qu'il y a par soir à New York. Enfin, si tu veux manger gratuit tous les soirs, tu peux. Donc c'est vraiment le côté... Moi, il faut surtout pas que j'aille là-bas, parce que là, je prends 20 kilos. J'ai pris 7 kilos aux États-Unis. Mais si tu veux, tout le monde est au taquet. Et le fait d'être à côté de gens qui sont au taquet, t'as envie d'être au taquet. C'est marrant parce que j'en parlais avec Olivier Roland lors d'une interview et il me disait, on se demandait en fait pourquoi ça bougeait plus aux États-Unis, au Brésil par rapport à la France, et je pense qu'historiquement il y a quand même une culture où en fait on est un peu plus pionnier à New York qu'on l'est à Paris. À Paris on a une vraie culture qui est plus ancienne, etc. Et en fait on a tendance peut-être à se reposer en fait sur des trucs, quoique je pense que là en ce moment ça commence à bouger de ouf. Mais c'est vrai que là-bas il y a quand même une notion d'urgence, une notion que si tu veux faire un truc, tu le fais maintenant. Après ça vient, comme tu as dit, ça vient petit à petit à Paris. Il y a une chose, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles pour l'instant je suis resté à Paris, c'est qu'on a une chose, nous,
que les Américains n'ont pas. Ouais. En général, c'est la classe, c'est la finesse. Tu vois. Ah. Et ça, il n'y a qu'en France on a ça, tu vois, l'élégance un peu des choses. Ouais. Et tu te dis, ouais, pourquoi tu me parles de ça quand tu es dans la tech? Bah si quand même, tu vois. Le fait de te dire que tu vas pouvoir apporter cette finesse, cette touche un peu artistique, un peu stylée, un peu, tu vois, bien modelée à ton truc, ça va se sentir dans ta manière d'interagir, ça va se sentir dans ta manière de faire. Et tu vois, on a plein de choses, nous, que eux n'ont pas, et je pense que c'est sur ces parties-là, on va être pionnier. Tu regardes le monde du vin, le monde du, tu vois, de la mode, c'est quand même la France sur plein de trucs, tu vois. Je pense que c'est des domaines sur lesquels on sera toujours en avance. Le domaine de la tech, Silicon Valley et compagnie, ils ont été en avance. Ça se rattrapera difficilement. Enfin, tout vient de là-bas. Les modèles, s'ils ont marché là-bas, ils fonctionnent ici. Sur d'autres trucs, c'est pas vrai, mais je pense qu'il y a un moment, il y a un terrain commun où on va être pas mal. D'accord. Ok. Et en fait, est-ce que tu crois que par rapport à ça, il y a moyen de faire en sorte que la technologie, parce que moi je vois beaucoup, la Silicon Valley attire beaucoup de Français aussi. Il y a des startups françaises qui vont là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui on arrivera à faire en sorte que les startups, la technologie, l'innovation, tout ça, etc. Prennent un véritable essor, en tout cas en France, de manière plus importante? Clairement, c'est en train d'arriver avec tout ce qui est en train d'être créé, toutes les boîtes qui commencent à cartonner, qui cartonnent à Paris. Il y a une prise ça de va se faire. conscience. Je pense, avant même d'avoir la prise de conscience, c'est pas parce que tu décides que tu le fais, tu Ouais. le fais parce qu'il y a plus de personnes qui sont là pour le faire. Ouais. Donc ça veut dire que, évidemment, c'est pas sans prise de conscience, ça n'arrive pas, mais c'est parce que tu vas avoir plus de personnes dans la tech. C'est parce que les gens de la tech seront encore plus valorisés ici. Ouais, voilà. Et parce qu'on arrêtera de dire, ouais, c'est juste mon développeur et c'est un mec qui code un site, et dire que non, c'est le centre de ma boîte parce qu'il fait tourner mon site. Tu vois. Ce mindset-là, il change petit à petit parce qu'il y a des gens qui comprennent que la tech c'est important, c'est en train d'arriver et c'est parce qu'il y aura des gens de plus en plus en tech, c'est parce qu'ils vont créer de la valeur de plus en plus que ça va Il y a une prise de conscience collective, Ouais. c'est-à-dire que le collectif est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, donc forcément ça va arriver, c'est là, c'est clair. Et toi donc tu reviens en France là aujourd'hui, tu reviens en France pour plusieurs raisons j'imagine. Qu'est-ce qui te fait revenir en France justement? Parce qu'on parle de... C'était entre guillemets ce que je m'étais fixé. Donc je m'étais fixé au début 6 mois, mais après d'ici 1 an. Et aussi parce que j'avais une opportunité géniale avec une autre boîte qui s'appelle Kimetrix. Donc j'ai fait 3 ans chez Medjet qui est un temps extraordinaire dans le monde des startups. Et là je vais commencer avec une nouvelle boîte qui s'appelle Kimetrix qui a un produit open source qui s'appelle PM2 et c'est un outil de monitoring d'application Node.js. Je sais pas si ça parle à quelques-uns, mais en gros, voilà, c'est une boîte qui a fait du coup Techstars, qui est un incubateur à New York, qui est le deuxième incubateur en fait des États-Unis, qui a fait PM2, qui est un outil utilisé par la plupart des gens qui font du Node.js. Enfin, c'est vraiment la boîte de dingue. Donc je suis vraiment très très excité pour commencer. Qu'est-ce qui t'a fait justement rentrer dans cette boîte en particulier? Si tu veux, moi c'était le challenge, bon évidemment le challenge parce que je vais m'occuper de toute la partie marketing, de toute la partie growth, c'est vraiment ce que je veux faire et c'est vraiment un challenge qui va m'intéresser. Le fait que l'équipe soit petite, quand j'ai commencé à Medjet, tu vois, on était 20 personnes, tu vois, et là on est beaucoup plus. Ce qui fait que j'ai adoré voir la boîte grandir. Là c'est pareil, la boîte est toute petite, c'est vraiment ce qu'il me faut pour m'occuper de plein de choses en même temps. C'est vraiment une ambiance très, très start-up parce qu'on est très très petit et ça va vraiment génial de tout gérer, de voir que une action concrète va avoir un impact très rapidement. D'accord, donc toujours un boulot d'évangéliste aussi, dans une start-up qui est en train de grossir de plus en plus. C'est ça. Et parallèlement à ça, en fait, tu as aussi Digital Week. C'est ça, Digital Week, qui est une chaîne YouTube qui fait de la vulgarisation informatique. Et donc en gros, si ça m'est venu. Au début, je faisais ce qu'on appelle les slugs. C'était des vlogs sur Snapchat que j'ai commencé quand je suis arrivé aux États-Unis et du coup j'ai fait 200 jours de suite de slugs. Et c'était un bac à sable marketing pour moi de raconter un peu ma life. En fait, je racontais ma life tous les jours, très marrant et sur laquelle j'ai pu, tu vois, savoir comment marche une audience quand tu fais du personal branding un peu décalé. Et là, je voulais apporter de la valeur à mon audience, pas juste raconter ma vie. Et je me suis dit, bon, il y a un problème en France, c'est que
beaucoup trop de gens aujourd'hui disent ah mais c'est de la technique, c'est pas pour moi, ouais c'est de la technique, c'est trop compliqué ou quoi que ce soit. Alors qu'il y a des trucs simples qui peuvent être compris par tout le monde, qui sont juste pas expliqués. En fait. Et en fait, l'informatique c'est utilisé partout, sauf qu'il y a seulement une très petite minorité qui contrôle un peu ces choses-là. Donc déjà, c'est extra dangereux. Deuxièmement, c'est dommage, c'est quand même dommage de se dire je sais pas du tout comment mon ordinateur fonctionne, je sais pas du tout comment, tu vois, s'il y a une attaque, parce que ça va arriver, et tu vois, il y en a tous les jours, s'il y a une attaque d'un gros virus, pas du tout être complètement désarmé. Tu vois. Je trouve que c'est pas normal, et mon objectif avec Digital Week, c'est en fait sensibiliser les gens sur l'informatique en général. Donc c'est des vidéos de 7-8 minutes qui expliquent tel ou tel aspect de l'informatique. D'accord. De la tech, du digital, enfin t'appelles ça comme tu veux, mais c'est vraiment tout ce qui est un peu nouveau, que les gens ils adorent dire digital, ouais j'ai un nouveau iPhone, j'ai un nouveau ça, ou c'est un nouveau terme, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. C'est un peu le behind the scene, et si tu veux c'est un peu calqué sur ePensée, qui est la chaîne qui fait de la vulgarisation scientifique. Moi c'est de la vulgarisation informatique. D'accord. Et en fait je pense que ce genre de chaîne-là ça existe déjà. Tu vois. Mais justement, quel est ton élément différenciant, comment tu vas l'apporter? J'ai bien compris qu'il y a de la vulgarisation et je pense qu'il y a depuis l'apparition de YouTube et puis en plus la popularisation de YouTube, tu as pas mal de jeunes qui aujourd'hui vont travailler en fait tout ce qui est matériel photo, audio, visuel, tous ces trucs-là. Il y a des jeunes qui vont vous parler en fait de la dernière console de jeu, de tout ça, tu vois. Donc là, toi, ça va être typiquement l'informatique et expliquer de manière très très simple à tout le monde comment ça fonctionne et ce qui se passe dans le cœur de l'ordinateur par exemple. Ouais, donc c'est pas exactement si tu veux seulement, je veux pas te décomposer un ordinateur et expliquer chaque élément. Je pense que comme tu as dit, il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui qui vont te faire des product reviews, tu vois, ils vont te dire ouais cet iPhone est meilleur que celui-là, ou et ils vont te dire ouais regarde ce casque micro. Moi c'est pas du tout de la comparaison, mon but c'est pas du tout de présenter des produits, mon but c'est de sensibiliser. C'est vraiment, tu vois, il n'y a pas de business model ou quoi que ce soit derrière, j'ai pas pour ambition de faire de l'argent avec cette chaîne, c'est vraiment pour, et c'est vraiment un combat personnel si tu veux, de faire en sorte que les gens comprennent. Si demain il y a quelque chose qui ne comprennent pas en informatique, ce qui est déjà le cas en fait, qu'ils puissent déjà être un peu plus sensibilisés. Donc ça va être difficilement si tu veux, des trucs très concrets, mais ça va être par exemple, il y a eu une attaque DNS aux États-Unis, une attaque des DOS, comprendre comment ça fonctionne, tu vois. Comprendre comment la fameuse attaque où on devait en fait normalement écouler l'internet. Ouais c'est ça. Ouais. Et tu vois si jamais ça arrive, il y a des gens qui seront là à brancher la box. Ou sinon comment un moteur de recherche fonctionne, tu vois, comment bien chercher sur Google. C'est vraiment des trucs assez pratiques qui vont aider les gens au jour le jour. En fait. Et c'est pas du tout voici ce trépied avec cette caméra, voici comment c'est différent. D'accord, ok. Alors dans le monde des startups on parle souvent d'un pain. Est-ce que justement toi en faisant ça, tu réponds à un pain qui te parle, qui t'est propre? Ouais, celui de je sais pas connecter mon imprimante parce que c'est de l'informatique. Ouais. Celui-là c'est un vrai pain, si tu veux, c'est des gens qui. Vraiment, je suis quelqu'un de gentil, mais ça m'horripile vraiment quand les gens se disent, tu vois, qui se disent je connais pas du tout, alors que c'est juste brancher une imprimante. Ouais. Aujourd'hui tu travailles sur un ordinateur, tu es avec un smartphone H24, ta vie aujourd'hui est composée d'informatique. C'est pas normal que tu ne connaisses même pas un dixième de ce qui se passe. Exactement, je pense que justement ce que tu essayes de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'assistés, en tout cas en informatique, parce que c'est pas non plus c'est pas non plus compliqué en fait de connecter une imprimante, et pourtant il y a des gens qui systématiquement vont vous dire mais non c'est pas mon truc, tu vois, je sais pas le faire. Ou tu vas être plus sensibilisé par exemple, la plupart des gens utilisent Waze tous les jours mais ils comprennent pas pourquoi c'est gratuit, tu vois. Ouais. Ils utilisent Facebook tous les jours mais qui n'ont aucune notion de finalement la propriété de leurs données ou la valeur de leurs données. Tu vois, des petites choses comme ça qui fait que tout le monde utilise ça sans vraiment savoir. Et ça c'est mon combat. D'accord, génial. Alors pour les personnes qui nous regardent, quelles sont les personnes qui seraient vraiment intéressées, quelle est ta cible pour ta chaîne YouTube? Si tu veux, c'est toute personne un minimum curieuse qui va se dire tiens ce sujet là je pourrais passer 5 minutes à regarder comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment les gens qui utilisent l'informatique tous les jours, à savoir 99% d'entre eux. Ça m'étonnerait que tu bosses sur un cahier tous les jours, je sais pas, mais tu as au moins un smartphone et tu vois le fait de te dire que si tu as publié une photo sur Instagram ou sur Snapchat et que dans ta tête tu penses qu'elle est effacée 24 heures et que tu n'es pas du tout sensible ou pas du tout curieux par rapport à ça, c'est pas normal, tu vois. Et tu devrais l'être aujourd'hui en ligne, ça, si tu veux.
Donc c'est vraiment toutes les personnes qui utilisent un téléphone, un ordinateur tous les jours. Bah au final, ouais, c'est un peu... En fait, quasiment tout le monde. Ouais. Voilà. C'est là la différence des gens qui vont faire un peu du product review, tu vois. Si tu veux. Ouais. Et alors, en fait, on va te retrouver sur Facebook. Ouais. Hein, et on va te retrouver en fait sur Snapchat. Ouais. Et sur YouTube. Et sur YouTube. Et donc sur YouTube, en fait, tu postes du contenu, enfin, globalement, tu crées du contenu tous les combien? C'est à peu près toutes les semaines. Toutes les semaines. Je fais une vidéo par semaine sur Digital Week. Sur Snapchat, c'est tous les jours, sauf les jours où j'ai la flemme, parce que je me permets d'avoir la flemme parfois de faire un slog. Surtout là, j'ai fait une petite coupure avec l'Inde. Mais voilà, c'est ça. Donc sur YouTube, toutes les semaines, après sur Snapchat. Ouais. Génial, bah, écoute, merci beaucoup Shubham. Merci à toi d'avoir invité. Et puis bon retour en France. On te souhaite une bonne continuation pour le reste et puis on te dit à très bientôt. On va continuer à te suivre, on va vous donner toutes les infos en dessous de la vidéo. À très bientôt. Merci, ciao. Ciao.